Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Le Bangladesh a commencé à voter pour élire ses députés et tourner la page de 15 ans du règne de fer de l'ex-première ministre Sheikh Hasina, qui a été emportée à l'été 2024 par une insurrection très durement réprimée menée par les jeunes de la Gen Z. Un scrutin né dans le sang et dans les larmes, titre ce matin les quotidiens locaux. Combien sont les Kenyans, les Égyptiens, les Camerounais à se retrouver malgré eux à combattre en Ukraine pour le compte de l'armée russe? Les enquêtes se multiplient ces derniers jours sur la façon dont Moscou trompe ces hommes qui pensaient trouver un avenir meilleur en Russie. On y reviendra dans le journal de 11h. Et puis au moins 31 morts, 250 000 sinistrés à Madagascar après le passage du cyclone Genazi. Les premiers humanitaires sur place décrivent des scènes de chaos dans l'est du pays. Voilà pour les titres. Le choix de Parlons-en aujourd'hui, c'est de vous emmener au Sénégal avec deux images. Mi-janvier, c'est tout un pays, à commencer par sa jeunesse, qui célébrait la victoire de ses Lions en Coupe d'Afrique des Nations. Et à peine 3 semaines plus tard, il semblerait que la fête soit finie. Le pays est sous le choc après la mort d'un étudiant tué en début de semaine sur le campus de la grande université de Dakar, dans des heurts avec des forces de l'ordre, dans des conditions sur lesquelles on va revenir dans un instant. Près de 2 ans après la victoire du duo, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, portés précisément par cette jeunesse sénégalaise. Est-ce que l'heure du désenchantement est venue? Question posée ce matin à mes invités Stéphane Balong, Pierre-Élie de Rohan-Chabot et Liman Ndao qui est à Dakar. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Stéphane Balong. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, chef du service Afrique ici à la rédaction de France 24. Et bonjour à vous, Pierre-Élie de Rohan-Chabot. Bonjour. Journaliste à Africa Intelligence. On vous retrouve à Dakar pour commencer cette émission. Liman Ndao, vous êtes le correspondant de la rédaction de France 24 au Sénégal. Bonjour Liman. D'abord, est-ce qu'on a fait toute la lumière à l'heure où l'on se parle sur les circonstances de la mort de cet étudiant ? Écoutez, il semble encore très tôt pour connaître toute la lumière, tout ce qui s'est passé ce lundi, cette journée de violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où le jeune étudiant Abdoulaye Ba a été tué. Plusieurs versions ont été données. Ses camarades de la faculté de médecine, de pharmacie et de dentostomatologie à Dakar ont donné leur version dans un récit décrit dans un communiqué. Selon eux, Abdoulaye Ba a été torturé, puis il a perdu la vie en succombant à ses blessures lorsqu'il a été évacué à l'hôpital. Le gouvernement, de son côté, qui dit regretter cette mort, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a pris la parole ce mardi, a expliqué l'intervention musclée de la police par une volonté d'empêcher les étudiants de s'en prendre aux infrastructures de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre qui annonce qu'une enquête sera faite, mais l'émotion est assez palpable depuis la mort d'Abdoulaye Ba, qui a été inhumé ce mercredi dans un cimetière à Dakar. Beaucoup d'émotions, une forme de choc aussi pour les étudiants. On va écouter 2 d'entre eux avant de vous retrouver à nouveau, Liman. Ce gouvernement est porté par une jeunesse. La jeunesse l'a porté au pouvoir. Donc au lieu de nous aider, ils se sont retournés contre nous pour nous massacrer, je veux dire. Parce qu'autoriser des policiers à entrer dans le campus social et déloger des étudiants dans leur chambre qui n'ont rien fait, des étudiants qui n'ont rien fait dans leur chambre, jusqu'à causer la mort. Ça, c'est inadmissible, je pense. Et voir tes camarades en train d'être malmenés et tu les vois, mais tu ne peux rien faire, c'est tellement choquant. C'était terrible même, puisqu'on ne s'attendait pas à ce gouvernement. Ce gouvernement-là, ce qu'il devait faire aux étudiants, c'est pas ce qu'ils vivent actuellement. Puisque avant qu'ils arrivent au pouvoir, les étudiants étaient de leur côté. On entend, Liman Ndao, ce sentiment de colère, d'une forme de sentiment de trahison aussi de la part de certains de ces étudiants.
Absolument. Alors, lorsque l'on a fait un tour le mardi, le lendemain des violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants étaient désemparés. Certains nous disaient, bien évidemment, comme ceux qu'on vient d'entendre au micro, qu'ils se sont battus pour que ce duo au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko arrivent au pouvoir. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que de telles violences puissent subvenir, des violences qui nous rappellent fraîchement celles que le Sénégal a vécues ces 4 dernières années, où l'université Cheikh Anta Diop de Dakar faisait également partie des centres névralgiques de la manifestation, de la colère de l'opposition lorsque les leaders actuellement au pouvoir étaient dans l'opposition. Les étudiants qui n'expliquent pas, qui n'arrivent pas à comprendre surtout la violence des forces de l'ordre. On a vu dans plusieurs vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux des étudiants être pris à partie de façon violente, des étudiants désarmés pris à partie de façon violente. Pas mal d'images choquantes qu'on ne peut même pas publier à la télévision, qu'on a pu constater. C'est absolument une sorte d'incompréhension de cette répression policière, même si le gouvernement a tenté de s'expliquer. Beaucoup de Sénégalais, d'étudiants ne sont toujours pas convaincus. Et puis, Elimane, il faut rappeler le contexte de ce mouvement de colère dans cette université. Ces étudiants réclament le paiement de bourses qui ne sont pas tout à fait payées à ce stade. Pourquoi est-ce que ces bourses sont si importantes pour ces jeunes Sénégalais ? Écoutez, il faudrait bien faire une précision. Le mouvement de colère qui a abouti à la mort de jeune Abdoulaye Ba lundi était consécutif à une fronde des étudiants sur un nouveau système, une réforme sur le système de paiement des bourses d'études. Ce n'était pas forcément lié à un non-paiement parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui circulent à ce propos. Le ministre de l'Enseignement supérieur, lorsqu'il a pris la parole le mardi, disait que les bourses étaient payées à temps, même si les étudiants de master ont manifesté en novembre pour réclamer des arriérés de bourse. Mais cette bourse en question pose problème globalement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a eu pas mal d'épisodes ces dernières années de manifestations où les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse ou n'étaient pas d'accord avec les réformes que voulaient entreprendre les autorités, car ils tiennent à leur bourse d'études dans une ville aussi chère comme Dakar, où les conditions de vie, où la facilité de trouver un emploi n'est pas garantie. Cette bourse d'études est vitale pour les étudiants. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins et parfois même aux besoins de leur famille qui mise beaucoup d'espoir sur eux. C'est pourquoi les étudiants tiennent à leur bourse, tiennent à cet acquis et ne veulent absolument pas transiger avec le gouvernement qui devra jouer de tact pour pouvoir faire passer des réformes ou faire passer des amendements sur ce système de paiement des bourses. Merci beaucoup Elimane Ndao, merci pour ces précisions depuis Dakar au Sénégal. Elimane, vous évoquiez à l'instant la réaction du directeur général de l'enseignement supérieur. Il a répondu précisément aux étudiants au micro France 24 de nos confrères du JTA hier soir. On va l'écouter. Donc, si les étudiants sont dans leur légitimité pour revendiquer, selon des habitudes ou des traditions, le paiement de ces bourses ou allocations, concrètement, d'un point de vue strictement légal, il n'en est rien. L'État du Sénégal, à ce jour, est en conformité, mais parfaite, avec le paiement des bourses. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait du dialogue et de la concertation son mode opératoire avec la communauté estudiantine. Nous sommes constamment en concertation avec les étudiants et on ose espérer que les jours à venir, que l'espace académique va retrouver son apaisement classique. Voilà pour la réponse des autorités sénégalaises. Stéphane Balong, il y a eu ces images, ces témoignages de violences policières. D'ailleurs, le gouvernement sénégalais a évoqué des bavures policières. C'est vrai que la suite du mouvement dépendra peut-être de la réponse des autorités sénégalaises sur la question des violences.
Absolument. Ce qui se passe traduit, si vous voulez, un peu la forte attente des étudiants en particulier, mais de manière plus générale des Sénégalais vis-à-vis des nouvelles autorités qui ont été élues sur la base d'une promesse de rupture. Et on le rappelait bien, Elimane et vous-même, que ce sont ces étudiants-là qui ont, dans leur grande majorité, porté aujourd'hui les autorités qui sont en place au pouvoir. Et c'est d'ailleurs par ce prisme que doit être gérée, si j'ose dire, cette crise par les autorités, c'est-à-dire le prisme de l'attente qu'a suscité leur élection. Par cela, j'entends qu'il faut, dans le discours, avoir une démarche d'explication, parce que ce qu'on entend tient, me semble-t-il, beaucoup de l'incompréhension et d'une incompréhension qui peut être dissipée si seulement on prenait le temps d'expliquer aux étudiants et au-delà des étudiants, à tout le peuple sénégalais. On parle d'arriérés de bourse d'un côté, on parle de rappel. De l'autre côté, on nous dit, en fait, tout est en règle. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair quelque part. Non, c'est pas clair. Donc, il faut gérer cette affaire par, je vais dire, dans la plus grande sérénité. On sait, l'université, par définition, c'est un haut lieu de contestation. C'est aussi ce qui traduit un peu l'ambiance générale dans un pays. Il est vrai, au Sénégal, le contexte économique est difficile. On parle d'une dette qui est astronomique, qui dépasse les 100% du PIB. On doit faire des économies. On est en discussion, en négociation même très serrée avec le FMI et les bailleurs de fonds. Donc le contexte est très difficile et dans ce genre de situation, en tant que dirigeant, en tant que responsable, il faut de la sérénité, il faut de l'explication et il faut de l'éducation, si j'ose dire. Dans ces événements, il y a quelque chose de structurel et sur lequel on reviendra. Il y a quelque chose de conjoncturel, si l'on peut dire, qui est la réaction très, très musclée des forces de sécurité. Elimane le rappelait, cette faculté de Dakar, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est l'une des meilleures, je crois, d'Afrique francophone. C'est celle, d'ailleurs, je crois, sauf erreur de ma part, où l'actuel président Bassirou Diomaye Faye a étudié le droit. Ça a été le centre névralgique et l'un des centres névralgiques de la contestation sur lequel on viendra quand Macky Sall s'est accroché au pouvoir. Il y a effectivement quelque chose qui se joue dans cette université qui est très important, très symbolique. Oui, non, absolument. Je crois que c'est Tocqueville qui disait l'histoire est une galerie de portraits dans laquelle il y a finalement peu d'originaux. Et on le voit très bien dans ce cas précis. Si on prend l'histoire moderne du Sénégal, comme vous l'avez souligné, les universités en général, et plus particulièrement celle de Cheikh Anta Diop, qui est cette grande université au cœur de Dakar, avec près de 80 000 étudiants, je crois, a souvent été un moteur des contestations. On peut remonter jusqu'à 1968, où il y avait eu un mouvement qui avait fragilisé le régime de l'époque du président Léopold Sédar Senghor. Il y avait eu aussi en 2014 des manifestations qui avaient là encore, donc ça c'était sous Macky Sall, l'ancien président, qui avait là encore conduit au décès tragique d'un étudiant. Donc c'est pas un phénomène nouveau, mais là, comme ça a été très bien souligné précédemment, il y a ce sentiment de trahison parce que ces leaders du PASTEF, donc du parti qui est actuellement au pouvoir, qui était précédemment dans l'opposition, avaient été élus, et vous l'aviez souligné Stéphane, sur cette promesse de rupture qui avait énormément séduit la jeunesse, qu'ils soutenaient. Et c'est des leaders qu'on avait vus aux côtés des étudiants lorsque eux-mêmes manifestaient sous Macky Sall. Et donc... On voit bien, on comprend bien la posture de cette jeunesse aujourd'hui qui se sent trahie, qui se sent abandonnée par le pouvoir actuel. Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la force du trauma de cette jeunesse sénégalaise, celle qui a porté au pouvoir Diomaye Faye et Ousmane Sonko, précisément. Trauma aussi qui perdure du fait que la lumière n'a pas tout à fait été faite à l'heure où l'on se parle sur les violences entre 2021 et 2024. Selon les chiffres
chiffres du collectif Cartographie Sénégal. 65 morts, dont 51 tués par balle. Si on n'a pas vraiment cicatrisé cette blessure-là, Stéphane. Pas encore, et c'est justement, ça fait partie du processus. Je pense que les autorités, les nouvelles autorités ont pris des mesures pour justement apaiser les cœurs après cette période qui a été sanglante et très, j'allais dire, mouvementée pour le Sénégal. Et j'insiste là-dessus, c'est tout cela fait aujourd'hui que les autorités qui sont elles-mêmes les produits purs de l'enseignement de l'éducation sénégalaise et qui sont eux-mêmes très jeunes, Bassirou Diomaye Faye est le président le plus jeune de l'histoire du Sénégal. Absolument, doivent gérer cette situation avec la plus grande délicatesse. Vous parliez du prestige que représente l'université Cheikh Anta Diop, mais c'est une université qui, au-delà du Sénégal, attire des étudiants qui viennent d'un peu partout, d'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique subsaharienne. Le Sénégal se positionne, si vous voulez, d'une certaine manière comme un hub de l'enseignement supérieur. C'est l'attractivité. Donc on est là dans un contexte où quand on promet de la rupture, on doit gérer les choses de manière tout à fait différente. Oui, c'est sûr que ces images d'étudiants qui font leur bagage et qui quittent cette université qui est encore fermée, alors on se parle, mais absolument. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on est dans ce cadre universitaire, et encore plus d'une université qui attire des étudiants étrangers, on est, en tant que nationaux, d'une certaine manière, en concurrence avec les étrangers qui viennent étudier dans le pays, des étrangers qui eux-mêmes sont boursiers et qui eux-mêmes, grâce à leur bourse, étudient dans des conditions plus ou moins acceptables, dans de bonnes conditions, j'allais dire. Donc, la question de la bourse des étudiants nationaux, et encore plus au Sénégal, est d'autant plus importante que cette bourse, comme le disait Liman, permettent vraiment aux étudiants à la fois de vivre correctement, mais aussi d'étudier, parce qu'il y a une réalité qui est vraie au Sénégal et qui est vraie partout en Afrique subsaharienne, c'est que les bourses permettent aux étudiants aussi d'étudier, d'acheter des documents d'études, de faire des photocopies. C'est des choses qui sont dites comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui sont très importantes pour les études des étudiants et pour leur réussite, pour ainsi dire. Et ça fait ça leur donne un statut qui est assez exceptionnel dans cette société sénégalaise où, Liman Dao le rappelait, la vie est dure, ou en tout cas la vie est chère, et spécifiquement à Dakar, au-delà des étudiants, cette jeunesse sénégalaise, c'est le Sénégal. La moitié de la population sénégalaise a moins de 19 ans, 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Donc cette jeunesse sénégalaise, elle est ce pays-là, d'où l'importance que son ressenti, que son sentiment peut-être là de désenchantement soit pris très au sérieux par les autorités sénégalaises. Oui, non, absolument, hein, vous l'avez souligné, aujourd'hui, je crois que c'est 75% de la population qui a moins de 35 ans, et ça a été le soutien apporté par le gouvernement actuel lorsqu'il était dans l'opposition, lorsque ses leaders étaient dans l'opposition à la jeunesse, ça s'est révélé extrêmement payant sur le plan électoral et politique. Parce que le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, il faut le rappeler, a été élu donc en 2024 dès le premier tour avec près de 60% des voix. Donc ça a été... on estime que la jeunesse était très majoritairement acquise à la cause du PASTEF. Et donc là, aujourd'hui, on assiste à un véritable retournement de situation qui pourrait vraisemblablement dynamiser une opposition qui avait été extrêmement affaiblie par la victoire de Bassirou Diomaye Faye, qui a ensuite été suivie par un raz-de-marée aussi électoral en faveur du nouveau pouvoir lors des législatives, tout à fait. Là, on voit bien que c'est le premier signe de contestation majeure auquel doit faire face ce gouvernement, et on estime que sa cote de popularité, qui avait été historiquement depuis son élection assez haute, doit déjà être bien effritée.
Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été élus sur la promesse de donner à cette jeunesse sénégalaise, qui est le Sénégal, une vie meilleure. On est quasiment 2 ans après leur accession au pouvoir, 1 an après les élections législatives. Pour l'instant, alors on a fait cette émission il y a 1 an, vous et moi, Stéphane Balong, sur la question précisément de cette promesse tenue. Le taux de chômage aujourd'hui chez les jeunes Sénégalais reste très élevé. Je crois qu'il est encore la différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles est très nette. 2 ans après, les effets de cette rupture promise peinent encore à se faire constater. On peine encore à les voir sur le terrain. Oui, alors, et c'est là que tout dépend de la manière dont les autorités vont gérer la suite. On est au début. Je ne parle pas de rupture entre les nouvelles autorités et les étudiants. On est à 2 ans de mandat. Il reste encore 3 ans. Tout va se jouer dans la façon dont on gère cette situation, à la fois sur le plan du discours, mais aussi sur le plan du discours politique, j'entends, mais aussi sur le plan, concrètement, sur le plan pratique. Je le disais tout à l'heure, le Sénégal est dans une situation économique difficile. La question de l'éducation, de manière générale, est une question qui est, je vais dire, au cœur de toutes les priorités, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. On le dit, la jeunesse représente l'essentiel de la population. On est dans un pays où la croissance démographique est forte. C'est vrai au Sénégal, c'est vrai ailleurs. L'éducation dans tous les pays est confrontée à un problème de ressources, de moyens. Et dans le cas du Sénégal, cela demande beaucoup d'explications. On doit faire des économies, on doit trouver des ressources financières dans un contexte où le dialogue n'est pas rompu, mais est difficile avec les bailleurs de fonds. Comment on subvient aux questions sociales, aux questions de l'éducation dans ces circonstances-là? Il faut l'expliquer. Quand vous rappeliez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure en début d'émission tout l'engouement qui a suscité la victoire du Sénégal à la CAN. Si vous avez prêté attention au discours qui était très politique finalement de Bassirou Diomaye Faye, les mots qui ont été utilisés n'étaient pas anodins. Quand on parle de persévérance, quand on parle de rigueur, quand on parle d'effort, en fait, c'est un message qu'on envoie. Et ce message-là doit être poussé encore plus loin et doit être mieux expliqué. Comment on fait quand on a des ressources qui sont limitées pour subvenir aux besoins d'une jeunesse qui n'a pas envie d'attendre, qui a voté Mais justement. Précisément, le temps de cette jeunesse sénégalaise n'est pas celui des autorités sénégalaises. Pendant la campagne avant l'élection, il y a presque 2 ans, de Bassirou Diomaye Faye, ces jeunes le disaient, et on en a largement relayé leurs paroles sur cette antenne, qu'il n'y avait pas de perspective, qu'il n'y avait pas d'aide à l'emploi ou à la création de petites entreprises. Est-ce que en 2 ans, des choses concrètes ont été faites? Alors, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce gouvernement a hérité d'une situation économique et financière beaucoup plus difficile que ce qu'il pensait réellement. D'où le débat sur les comptes cachés. Tout à fait. Et en fait, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont eu cette démarche qui a été bien perçue par une partie des bailleurs, justement, une démarche de transparence. Ils ont fait un audit des finances publiques. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un décalage majeur entre les chiffres qui avaient été communiqués jusqu'ici par l'État sénégalais concernant l'endettement et la réalité de l'endettement du Sénégal. Et le décalage est tellement majeur qu'on parle... En fin 2023, je crois qu'il y avait à peu près une dette publique. La dette publique du Sénégal était estimée à 99% du PIB environ. Maintenant, selon les dernières estimations du FMI, c'est 132%. Donc l'écart est colossal. Et en fait, le gouvernement s'est un peu tiré une balle dans le pied finalement en faisant cet audit parce que... au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte de l'étendue de l'endettement du pays, eh bien, ces marges de manœuvre sur le plan financier se sont extrêmement réduites. Aujourd'hui, le Sénégal continue à emprunter sur les marchés financiers, mais il emprunte à des taux qui sont très élevés. Il fait face à des véritables problèmes pour honorer ses engagements financiers. Donc là, on parle des bourses concernant les étudiants, mais il faut bien savoir que cela fait déjà des mois et des mois
qu'il y a toute une partie des entreprises qui opèrent au Sénégal aujourd'hui, sénégalaises comme étrangères, qui ne sont pas payées et qui, elles aussi, réclament des arriérés auprès de l'État. Donc, en fait, c'est un gouvernement qui a hérité d'une situation finalement très difficile, qui a des marges de manœuvre très réduites pour en sortir. Une des marges de manœuvre, c'est la négociation avec le FMI. Mais comme Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, c'est des négociations qui sont très ardues, qui en ce moment patinent, et tout se cristallise autour de la question de la restructuration de la dette sénégalaise, qui a été vraisemblablement recommandée par le FMI. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a des dissensions au sein du gouvernement quant à cette restructuration, quant à cette option. C'est intéressant ce que vous dites sur cette question d'où viendra le salut et d'où vient la ressource, parce qu'il me semble que pendant la campagne, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient précisément martelé cette idée que le Sénégal avait tout pour avancer, avait tout pour émerger encore plus, et qu'il était pillé, qu'il avait été pillé par le régime précédent et qu'il était pillé par les Occidentaux. Est-ce que là, ce discours-là, voilà, il y a un choc un peu de réalité, et que c'est pas tout à fait la réalité. Oui, si vous voulez, ce qu'ont promis Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans leur projet de développement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. 2050, Sénégal 2050. 2050, quand on parle de transformation dans l'agriculture, quand on parle de développement des services, quand on parle de renégociation des contrats dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, tout cela, c'est des choses qui prennent du temps et qui s'inscrivent à long terme. Là, on est dans le temps court, dans l'immédiateté, où on doit répondre aux attentes combien fortes des populations. On doit faire des choix quand on parle de ces négociations difficiles avec le FMI. Ça explique tout cela, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte, en tant que Sénégalais, de se plier en quelque sorte au diktat du FMI qui va vous dire on restructure votre dette, mais vous devez couper vos dépenses là et là. Ou est-ce qu'on se dit en tant que Sénégalais, on gère la question nous-mêmes, et c'est là où je dis qu'il y a besoin d'explications, de délicatesse de la part des autorités. Et en fait, on est dans un contexte où il est inutile de dire que les étudiants qui sont en train de contester aujourd'hui sont manipulés par les politiques. Oui, l'université, c'est un haut lieu de contestation, c'est le début de l'engagement politique. Évidemment, les politiques viennent chercher leur futur. Vous dites ça parce que c'est une petite musique qui a été distillée ces dernières heures. Exactement. Donc, dans ce contexte-là, il faut être tout à fait transparent. Vous dites, nous ne négocions pas avec le FMI, nous refusons la restructuration proposée par le FMI, nous allons gérer la question de la dette avec nos propres ressources. Nous allons faire des efforts en interne, mais il faut expliquer sur quoi on fait des efforts. Est-ce qu'on fait des efforts sur le plan de l'éducation? Si tout le monde doit contribuer à l'effort, il faut expliquer aux citoyens sénégalais à quel niveau ils font des efforts. Évidemment, il y a sans doute des choses qui pourraient être, j'allais dire, mieux gérées au niveau de l'attribution des bourses. Moi, j'ai étudié en Afrique subsaharienne et je sais très bien qu'il y a une partie des étudiants qui, même après avoir fini leurs études, pendant de longues années, continuent à percevoir des bourses. Mais est-ce que cela représente la majorité? Oui, on comprend bien que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan des problèmes. En fait, on est dans une situation où il faut gratter partout et toute économie est bonne à prendre. Mais tout ça, il faut l'expliquer très clairement. Sauf qu'on sait, Pierre-Élie de Rohan-Chabot, ce que les politiques d'austérité, et notamment demandées par le FMI, font. Alors, autre contexte, autre continent, on se souvient bien sûr du cas grec. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, je reviens à cette jeunesse parce que c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, peut entendre qu'il faut faire des efforts alors que la vie est déjà, et spécifiquement à Dakar, compliquée, que les produits de première nécessité sont chers, que se loger ça coûte cher. Est-ce que c'est audible ça? Non, justement, enfin, on sent bien que c'est pas... disons qu'on sent que la communauté estudiantine, en tout cas, refuse d'être sacrifiée sur l'autel de cette austérité dont elle se sent pas responsable, dont elle se sent absolument pas responsable. Et encore une fois, c'était pas du tout la promesse de ce gouvernement qu'ils avaient ardemment, que cette communauté avait ardemment soutenu.
Donc, bien évidemment, c'est un véritable défi et c'est une véritable équation que va devoir résoudre ce pouvoir s'il souhaite pouvoir continuer à maintenir une sorte de légitimité, de popularité. C'est comment finalement on va réussir à se sortir de l'ornière d'un point de vue économique sans avoir recours à cette politique d'austérité très dure qui risque justement de se traduire par énormément de heurts sur le plan social et sur le plan politique. On se souvient, je crois que c'était en juillet 2024, ces mots très forts d'Ousmane Sonko qui disait que l'avenir de la jeunesse ne se trouvait pas dans les pirogues. Il faisait allusion à ces milliers de Sénégalais qui ont quitté chaque année les côtes du Sénégal pour tenter d'atteindre de manière clandestine les îles Canaries vers l'Europe avec des dizaines de cas de noyades, sans parler du fait que ce rêve d'Eldorado européen se heurte là encore bien souvent à la réalité pour ces jeunes Sénégalais. Vous parliez de l'enjeu de l'éducation tout à l'heure, Stéphane. La fuite, le départ, malgré eux, bien sûr, parce qu'on quitte jamais son pays natal avec une grande joie de ces Sénégalais. Il fait mal à cette société. Mais bien sûr, il fait absolument mal, et d'autant plus il fait d'autant plus mal que quand on est dans une logique de transformation intégrale de l'économie, qui signifie qu'on a besoin de ressources humaines qualifiées, compétentes, dans des domaines comme le pétrole, l'agriculture, la transformation. On a besoin de ces jeunes-là sur le plan national. Mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on a les moyens de les absorber? On parlait tout à l'heure du contexte économique qui est difficile. Vous savez, sur la question des jeunes qui partent, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde a un rôle à jouer, y compris les pays d'accueil. C'est-à-dire qu'on est dans des pays... D'abord, le Sénégal, c'est un pays de départ. Évidemment, il y a des Sénégalais qui partent, mais il y a aussi des migrants qui viennent des pays voisins, de la sous-région, et qui partent du Sénégal. Donc, il y a un travail, j'allais dire, collectif à faire à la fois du côté des pays d'accueil, faciliter justement le mouvement des jeunes qualifiés, que ce soit en France, en Espagne ou partout ailleurs en Europe. On est content quand on a des étudiants qui viennent de l'étranger, qui sont qualifiés, qui sont bien formés et qui peuvent répondre à des besoins de main-d'œuvre ici. Donc, il y a ce travail à faire. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, global. Et sur le plan national, sur le plan local, évidemment, il y a vraiment besoin, et j'insiste là-dessus, d'avoir ce discours de transparence. On a présenté, quand ils ont fait cette grande cérémonie, quand ils ont présenté le plan Sénégal 2025, il y a de bonnes intentions dans tout ce qui est annoncé, la lutte contre la corruption, c'est ce qui a énormément séduit les étudiants, une meilleure gouvernance. Mais tout cela, il faut l'accompagner il faut aller plus loin dans la transparence, dans le discours, et expliquer vraiment ce qu'on a envie de faire et dire aux gens, voilà ce que vous devez faire comme effort. Et surtout, quand on dit on ne veut pas subir les conditions imposées par l'extérieur, et qu'on a ce discours de souveraineté, de dignité. La dignité commence par dire la vérité sur ce qu'est vraiment la situation. Ils l'ont fait, ça il faut le reconnaître, mais il faut aller encore plus loin pour dire ce qui va être oui, fait. Et que ce discours soit performatif. Il y a quelques semaines sur ce plateau, je recevais le philosophe sénégalais Felwine Sarr qui parle beaucoup de cette idée de réenchanter l'Afrique et le Sénégal en particulier, mais quel degré de réalité ça a pour ces jeunes qui sont prêts à risquer leur vie sur des pirogues pour tenter la traversée vers des Canaries, de dire réenchantons, il y a un avenir pour vous ici, il y a des choses à construire. Je ne sais pas si le nombre de départs en pirogue a effectivement baissé depuis l'arrivée au pouvoir du PASTEF, mais il y a quand même encore beaucoup de candidats au départ. Ah oui, non, tout à fait. C'est encore une véritable problématique au Sénégal. C'est encore très, très prégnant. Là, je pense que ce qui va être assez crucial, c'est d'arriver à comprendre
si le pays est en mesure finalement de restructurer sa dette. Il y a pas mal de bailleurs qui sont en train d'essayer de convaincre les autorités sénégalaises d'opter pour une restructuration en expliquant que finalement, c'est pas un scénario qui serait celui du diktat, mais qui serait un scénario qui permettrait de donner un peu d'air à ce gouvernement. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème que vous avez, c'est que une grande part du budget sénégalais risque d'être consacrée au remboursement de la dette. Donc finalement, tout l'argent qui devrait aller pour créer de l'emploi, pour justement, par exemple, payer ses bourses et pour aider cette jeunesse, il ne pourra pas être mobilisé. Si vous avez une restructuration, certains bailleurs sont en train d'expliquer que justement, parce que vous différez le remboursement de la dette dans le temps, vous laissez au gouvernement davantage de marge de manœuvre pour pouvoir consentir à ces dépenses-là. Mais néanmoins, voilà, c'est pas encore une option qui est unanimement accueillie au sein des rangs de ce gouvernement, parce qu'il y a évidemment un véritable enjeu de souveraineté. Si vous restructurez, vous laissez effectivement tous ces bailleurs et le FMI avoir beaucoup plus de droits de regard, etc., dans vos comptes, etc., et vous êtes beaucoup moins indépendant, autonome dans vos choix financiers. Et la souveraineté, elle était précisément au cœur du projet, Stéphane, oui. Ouais. Non, pour rebondir sur ce que disait Pierre Elie, mon camarade, c'est ce point de l'idée d'avoir un bol d'air qui donne un petit peu plus de marche, est d'autant plus important que selon les calculs des économistes et du FMI, le Sénégal va faire face, là, au mois de mars, à une échéance importante en termes de remboursement de la dette. On parle de services de la dette qui vont atteindre le milliard d'euros, qui est la somme la plus importante que le Sénégal doit rembourser cette année. Donc le contexte est tellement compliqué, tellement difficile que là, dans l'immédiat, il faut rapidement trouver une solution. Il faut rapidement trouver une solution, soit par le FMI, soit par d'autres canaux. Il semble que les Sénégalais s'orientent vers le marché régional, à aller chercher de la dette en monnaie locale en francs CFA, mais la situation est difficile au Sénégal, mais elle est aussi en Côte d'Ivoire, elle est aussi au Togo, elle est aussi un peu partout, et tout le monde sollicite ce marché-là. Encore un mot sur la question de ces jeunes Sénégalais, pardon, j'y reviens, je suis tenace, qui quittent le pays. Diomaye Faye avait promis de lutter bien sûr contre les passeurs, mais de s'attaquer aussi aux racines du problème. Et pour le coup, parmi les mesures concrètes qui ont été prises à la première année de mandat, le non-renouvellement des accords, enfin en tout cas des permis donnés aux pêcheurs européens de venir pêcher dans les eaux sénégalaises, la pêche étant, je crois, l'une des premières activités au Sénégal. Est-ce que ça a donné de l'air? Est-ce que ça a permis aux pêcheurs sénégalais de retrouver un peu de souffle? Est-ce que ça a changé quelque chose? Eh bien, en réalité, c'est encore assez tôt pour le dire. Effectivement, cet accord n'a pas été renouvelé. Chacun s'est un peu renvoyé la balle. Donc, le Sénégal a pointé du doigt l'Union européenne, qui elle-même avait, je crois, dégainé un carton jaune avant même que les autorités sénégalaises aient annoncé que l'accord ne serait pas renouvelé. En réalité, effectivement, l'Union européenne est une partie représente une partie du problème, mais il y a un autre problème, il faut aussi le nommer, c'est celui de la surpêche qui est pratiquée par les chalutiers chinois et qui concerne pas uniquement le Sénégal, mais tous les pays du Golfe de Guinée aujourd'hui. Tant que vous n'aurez pas résolu ce problème-là que fait peser cette flotte chinoise, souvent fantôme, parce que les bateaux ne sont pas déclarés toujours comme étant justement des bateaux chinois, vous ne serez pas en mesure de résoudre véritablement le problème de la surpêche et de la pêche illégale, illicite au Sénégal. Là-dessus, Stéphane. Et puis ce type de mesure, quand on rompt ce type d'accord, on s'inscrit, là encore, je me répète, mais c'est important, dans le temps long, parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de créer de l'activité sur le plan local, c'est-à-dire là où autrefois les bateaux, les navires européens venaient pêcher et repartaient avec le produit de leur pêche. Ce qui est voulu, ce qui est recherché par les nouvelles autorités en prenant cette décision, c'est créer de l'activité localement, à la fois pour les Sénégalais, mais aussi inciter les pêcheurs internationaux à venir s'installer au Sénégal.
pêcher en mer sénégalaise, transformer localement, puis exporter. Et cela permet de créer de l'emploi localement. Mais je vais dire, c'est une décision qui a été prise l'année dernière. Ça fait à peine 1 an, ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Il faut donner le temps au temps. Exactement. Pour revenir sur l'image que j'utilisais au début de cette émission et ce contraste entre la victoire des Lions et cette jeunesse un peu désenchantée, autre élément qui vient un peu en contraste avec ces difficultés de la jeunesse sénégalaise, ce sont ces Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont être organisés cette année, au mois de novembre 2026. Le Sénégal compte beaucoup sur ces Jeux. Je crois que c'est Omar Sy qui va être ambassadeur de l'événement en matière économique, en matière touristique. On va regarder quelques images, je crois, d'une des épreuves de lutte qui sera au cœur des Jeux et on en reparle juste après. Face à l'océan, un art ancien se rejoue inlassablement. La lutte, symbole de puissance, mais aussi sport d'adresse. Un genou à terre, ton adversaire marque un point. Si tu sors du cercle, c'est un point aussi. Si tu tombes sur le dos, 3 points. Vous avez compris ? Saluez-vous. 3 minutes de combat et 3 points pour l'emporter. Dans la lutte de plage, chaque geste compte. Coach Safietou entraîne ces jeunes âgés de 10 à 17 ans plusieurs fois par semaine. On prépare les jeunes à l'endurance. On améliore leur technique parce qu'il y en a beaucoup. On se focalise aussi sur le règlement pour qu'ils l'apprennent. On travaille toutes les techniques. Le filage, le bras à la volée, l'enfouissement, le croche-pied, le terrassement. Toutes ces techniques se travaillent. Je jouais à la lutte devant chez moi avec des amis. Le coach m'a repéré et m'a proposé de passer à l'entraînement. Ça m'a tout de suite plu. En travaillant dur, je sais que je pourrais progresser et percer dans le métier. C'est pour ça que j'aime ce sport. Au Sénégal, la lutte est tout un art de vivre, en particulier sa version traditionnelle avec frappe. Avec plus de 4000 licenciés, c'est le sport roi, loin devant le football. Ses champions sont des idoles comme Modulo, le roi incontesté des arènes. Il se félicite de l'entrée de la lutte de plage aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ici au Sénégal, on a vraiment confiance en nous, surtout pour ce qui est de la lutte, surtout celle de plage. Personne ne peut nous battre. Si les jeunes travaillent dur, ils peuvent faire de bonnes performances à la compétition. Seule la lutte de plage possède aujourd'hui un règlement international. Mais certains rêvent aussi de voir la lutte avec frappe rejoindre les disciplines olympiques. L'objectif numéro 1, avec les générations qui viendront, faire de sorte que cette lutte avec frappe soit pratiquée au niveau des Jeux Olympiques. Pourquoi pas? C'est un rêve. On peut, en prenant l'aspect positif de la lutte olympique, que vous voyez ce qui se passe sur un tapis, essayer de s'adapter un peu à cette réglementation et en mettant notre patrimoine. Au total, 35 sports sont au programme de Dakar 2026. À Dakar 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui seront organisés au mois de novembre, sujet d'Aminatou Diallo, Simon Martin et Sarah Sacco. On l'a choisi avec une petite malice, ce sujet, Stéphane, parce que pour conclure sur ce dont on parle depuis 3 quarts d'heure, c'est une lutte contre le temps qu'a engagé le gouvernement sénégalais avec cette ligne de crête de ce projet long terme avec une jeunesse, elle, qui n'a pas le temps d'attendre. Absolument. Et peut-être que les JO de la jeunesse dont on parle dans ce sujet apporterait, j'allais dire, un moment de répit aux autorités sénégalaises, moment de répit. On sait tout l'engouement que suscite le sport de manière générale au sein de la population. On a vu avec la CAN qui a créé ce moment d'unité nationale, de cohésion, où tout le monde s'est retrouvé, où on a oublié pendant un moment la question de la dette, la question des disputes politiques, que ce soit entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la question tout simplement des difficultés de la vie quotidienne. Mais c'est un temps de répit qu'il faudra mettre au profit
j'entends pour les autorités, pour justement décider, choisir en toute sérénité ce qu'ils doivent faire pour les échéances qui vont arriver très vite. La démocratie sénégalaise a été l'honneur de cette région du monde en 2024. Elle s'est sortie par le haut d'années très dures. Elle est là à un moment, il est presque plus important encore ce moment-là qu'il y a 2 ans, au moment de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, parce que là, on est vraiment dans le dur, quoi. On est dans le réel. Oui, non, tout à fait. C'est un moment qui va être très attendu et sur lequel le gouvernement va sans doute chercher à capitaliser, comme il l'a fait dans la foulée de la CAN. Maintenant, encore une fois, un des défis majeurs, c'est d'arriver à faire en sorte que ces Jeux se préparent sous les meilleurs auspices, parce qu'il y a plein de problématiques d'infrastructure, de logistique qui se posent. Aujourd'hui, vous avez une compagnie nationale sénégalaise qui est en crise. Vous avez également le TER qui va être clé pendant ces Jeux, parce qu'il est censé acheminer les gens depuis la ville de Dakar jusqu'à l'aéroport international de Blaise Diagne, en passant par la nouvelle ville de Diamniadio, où il y a tout un certain nombre d'infrastructures sportives. Et bien ce TER, aujourd'hui, il y a des incertitudes quant à son financement, parce que là encore, il y a une problématique des arriérés de paiement. Donc ça va être un rendez-vous clé pour ces nouvelles autorités. Et puis une allocation des ressources qu'il faudra là encore accompagner d'un discours, vous le disiez, de vérité, de transparence. On en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je salue encore Liman Daou à Dakar et les équipes de France 24 au Sénégal. Émission à revoir en replay, réécoutée en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.